Alors, nous revenons avec ce sujet passionnant dont on a débuté l'aide internationale, la coopération internationale. Nous allons voir maintenant quel est le rôle de la diaspora dans toute cette aide qu'on aimerait offrir à différents pays dont nous venons. Alors, nous allons reprendre cette conversation encore avec nos invités. Je vais commencer avec Julie. Comment cette aide de la diaspora peut s'impliquer pour pouvoir soutenir justement nos citoyens? C'est de notoriété publique, je pense que c'est assez connu finalement, les fonds, et je pense que Haïti n'est pas exclu de cette statistique, que l'argent extérieur, la part plus importante de l'argent extérieur vient de la diaspora. Donc clairement, la diaspora joue déjà un rôle essentiel. C'est clair que la diaspora a les connaissances, a l'expertise locale aussi, donc je pense que c'est intéressant de se baser sur leur savoir. Moi, j'ai juste en l'espace de ce podcast, j'ai rencontré Whistler, avec lequel peut-être il a des solutions à mon problème. Le fait qu'on n'a pas d'ophtalmologiste à Cap-Haïtien pour le moment, donc c'est ce genre de... Je rencontre continuellement des membres de la diaspora avec lesquels je peux discuter de solutions très concrètes parce qu'ils connaissent telle personne sur place, parce qu'ils ont tel contact, etc., etc. Donc, à ce niveau-là, c'est très intéressant. Je me permets, si je peux, de rebondir, parce qu'on parle de la diaspora. Il y a aussi des membres de la diaspora qui ont décidé de revenir vivre en Haïti. C'est le cas notamment l'organisation à Limbé, avec laquelle on travaille, l'organisation partenaire, fonctionne grâce au leadership d'une dame extraordinaire, vraiment extraordinaire, qui a à cœur le bien-être de sa communauté et qui s'investit corps et âme pour que cette organisation fonctionne. Et c'est clair que un des gros enjeux, elle rajeunit pas, hein, le temps passe, cette dame est encore 100% présente, mais jusque quand? Et donc, un enjeu énorme, mais ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus avec d'autres organismes de coopération internationale québécois, avec la diaspora haïtienne, de se dire, mais le gros problème, c'est la relève. On cherche des solutions. Il y a eu, évidemment, avec la loi Biden, j'imagine qu'on va y revenir, mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont sorties du pays. Pour notre partenaire, ils ont perdu plusieurs employés. On forme des gens, ils partent. Et puis, il faut s'entendre. Hein. Je fais peut-être le parallèle avec le communautaire ici. Travailler dans une organisation telle que notre organisation partenaire, ça demande un engagement énorme. Il y a une incertitude sur le financement. Il y a pas un emploi stable. Il n'y a pas de se dire demain, je vais pouvoir continuer à recevoir un salaire, etc. Ça demande un engagement énorme. C'est compréhensible que tout le monde n'a pas cette fibre, cet engagement-là. Donc, c'est clair que c'est aussi un enjeu important dans la formation de la relève. Donc, clairement, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations pour le moment. Donc, voilà. Et moi, j'aimerais dire, surtout à la diaspora, ils sont déjà une force. Parce qu'au niveau de l'argent, on le sait, c'est une force. Mais comme avant, pas maintenant, maintenant c'est un petit peu impossible, l'implication aussi sur le terrain. Souvent, les gens, ils vont donner l'argent, c'est comme j'ai fait ma bonne action. Mais on a besoin d'expertise. On a besoin, et il y a la diaspora qui a cette expertise-là, qui pourrait venir, qui pourrait aller dans ces pays-là pour aider. Comme moi, je faisais des formations pour nos professeurs, et souvent, c'était des étrangers qui y allaient, pas la diaspora haïtienne, parce que justement, ils avaient une idée, oh non, c'est pas sécuritaire. Puis dans ce temps-là, c'était sécuritaire. Si on compare à maintenant, c'était sécuritaire. Donc, c'est de s'impliquer au-delà de l'argent aussi. Puis de prendre sa place, parce que on est comme en retrait, oh, ben j'ai donné mon $100, mon $200, bon, ben j'ai fait mon action, puis là, sinon, qu'à se débrouiller. Non, on a besoin aussi de votre avis, on a besoin aussi de vous, je veux dire, sur le terrain aussi, quand c'est possible, certainement, parce que, comme je dis souvent aux gens, ça prend un Haïtien pour comprendre,
la misère d'un Haïtien. Ça prend un Haïtien. Quand je vais au Sénégal ou peu importe, je suis pas de la place, j'aide, mais il y a des choses que je vais pas comprendre. Oui, des codes Tandis que quand vous venez de là, vos parents viennent de là, donc vous avez cette culture, vous avez cette sensibilité. Vous avez cette sensibilité. Donc, le fait de s'impliquer, le fait aussi que nos enfants voient des gens qui leur ressemblent, venir en parler, des gens qui vont leur parler dans leur langue maternelle. Donc, ils sont encore plus éblouis. Et ça, je peux le voir. Je me rappelle, j'avais emmené Dorothy Alexandre en Haïti. Les enfants étaient contents. C'est Dorothy. Non pas qu'ils ne sont pas contents quand j'emmène les autres personnes, mais quand c'est le modèle, c'est important pour nos enfants. Et la diaspora peut jouer ce modèle-là. Donc, c'est très important que la diaspora s'implique, pas seulement monétairement, mais aussi qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils aillent voir, qu'ils aillent donner leur expertise, qu'ils aillent participer justement à cette bonne œuvre-là. Wow. Si je peux renchérir à tout ce qui a été dit, c'est vrai que la diaspora, elle contribue de manière importante financièrement. Mais aussi, il y a d'autres formes de contribution qu'elle donne. Je peux dire que je vois que la diaspora également, donc elle essaie d'influencer positivement l'image du pays. Donc, étant ici, et d'influencer l'image du pays. Et elle porte également une voix politique et citoyenne. Mais ce que je pense qui devrait être fait, c'est qu'il y a beaucoup d'actions individuelles. Okay? Donc, moi, je reste dans mon coin, pas parce que je veux, mais parce que des fois, je ne sais pas qui contacter, je ne sais pas quel est le meilleur moyen. Donc, je soutiens ma famille, je soutiens quelques membres, soit une église, je soutiens une petite œuvre caritative. Donc, cette aide au niveau de la diaspora, elle est dispersée. Okay? Donc, je pense qu'avoir des organisations crédibles qui travaillent en Haïti, qui sont près des communautés, qui connaissent les besoins dont ces besoins même ont été mis en place par la communauté, pas avec l'organisation qui est venue dire voilà ce que je vais faire. La communauté, on l'a mentionné tantôt. Donc, je pense que avoir justement donc cette aide-là, si on pouvait avoir une aide qui est vraiment beaucoup plus structurée, donc comme c'est montrer à la diaspora, voilà, une panoplie d'organisations. Maintenant, eux, ils peuvent choisir, OK, là que je veux aider dans la santé, je veux aider dans l'éducation des filles, je vais aller aider au niveau de la santé des yeux, je peux donc dans la santé physique. Donc à ce moment, mais je pense que c'est peut-être notre rôle aussi en tant qu'organisation qui travaille sur le terrain. Donc si on pourrait peut-être présenter cette panoplie, OK, parce que je pense que les gens ont besoin d'aider, mais ils ont besoin de s'assurer que non seulement leur argent, et j'aime bien l'approche dont tu as mentionné, parce qu'il y a le transfert de compétences. Parce qu'on a des membres de la diaspora qui sont très bien formés, qui travaillent dans des plus grandes organisations comme dans leur pays. Mais maintenant, je suis certain qu'ils veulent transmettre cette connaissance à d'autres personnes. Donc, ça aussi, c'est une manière également donc, que la diaspora peut aider directement. Donc, avec ce transfert de connaissances, on peut aller en Haïti. On peut aussi, si on ne peut pas aller, maintenant, l'avantage qu'on a maintenant un petit peu avec les réseaux sociaux, donc il y a la technologie, il y a différentes manières où on peut. Donc, je pense que, pour résumer, donc, soutenir les organisations crédibles qui travaillent, OK? Donc, c'est une des manières structurées où la diaspora pourrait vraiment aider. Elle est déjà une force stratégique, mais c'est, comme je dis, l'aide est éparse. Éparpillée, oui. C'est vrai. Donc, comment la diaspora peut apporter une aide peut-être au niveau de la santé, étant donné que je pense qu'il manque de ressources humaines là, par rapport à la main-d'œuvre. Merci Jenny, cette fois-ci je vais parler. Non, je crois que pratiquement tout a été dit parce que quand je prends des commentaires de Nadine, de Julie et de Jacques mettant l'accent sur cet aspect de la diaspora dans le financement, la diaspora est très impliquée dans le financement de toutes les activités en Haïti, pas seulement de leur famille, mais ils interviennent. Je reviendrai dans quelques instants sur l'aspect santé. Il y a l'aspect d'expertise qu'on peut mettre en valeur,
Mais dans ce transfert de connaissances, il y a peut-être l'opportunité qu'on a aujourd'hui avec la technologie. On sait très bien que notre pays, c'est des situations extrêmement difficiles, même quand la situation n'était pas difficile. C'est sûr que pour certains qui veulent quand même continuer à contribuer, c'était difficile pour eux de se rendre en Haïti et de mettre à profit leurs connaissances et leur expertise. Donc, la technologie nous offre aujourd'hui cette opportunité de le faire à distance. Et je pense qu'on devrait pouvoir capitaliser sur cet aspect-là. Jacques, je crois que tu as mis aussi l'accent sur la diaspora qui peut jouer de son influence. Moi, c'est l'aspect plaidoyer. Ils sont bien positionnés pour faire le plaidoyer du développement d'Haïti dans tous ces aspects. Donc, parce que eux ils sont plus proches parfois des groupes d'influence, des institutions d'influence de par le monde. On a des Haïtiens un peu partout. J'étais choqué une fois, pas même surpris. J'étais à une conférence de l'OMS en Zambie. J'étais à une banque et puis vous avez à Lusaka, et puis quelqu'un me dit, tu ressembles à un Haïtien. Je dis, oui, je suis Haïtien. Toi, Haïtien, qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc, lui, il était là-bas pour autre chose. C'est pour vous dire que les Haïtiens se trouvent un peu partout. Donc, ils offrent leur expertise un peu partout dans le monde. Donc, pourquoi pas? Mais ce qui manque, ce qui est fondamental, c'est que cette contribution doit être structurée et organisée et coordonnée. Et c'est là le défi. Et qui devrait prendre le leadership de cette organisation, de cette structuration? Idéalement, ça aurait été le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui aurait quand même cet inventaire de toutes les... Tu as parlé des organisations sérieuses en Haïti. Quelque part, on devrait trouver quand même un inventaire des organisations en Haïti, mais parmi les plus sérieuses. Parce que l'une des difficultés que la diaspora rencontre, c'est à qui faire confiance, parce qu'ils ont été quand même abusés dans le temps. Bien sûr. Donc, ils sont très réservés, ils sont très disposés. La diaspora est très généreuse et en général, les diasporas partout dans le monde qui soutiennent leur pays, elles sont très généreuses, mais à qui faire confiance? Et en Haïti, on sait très bien, on vous rappelle très bien de VOAM et toutes ces expériences qui quand même ont marqué des membres importants de la diaspora. Mais avec peut-être, comme j'ai dit, j'ai pas une réponse complète, mais je peux vous donner un exemple. On avait essayé, on n'a pas réussi. C'est pas qu'on n'a pas réussi, on n'a pas fait à cause de toutes les crises. On avait essayé de mettre en place en Haïti une mutuelle de santé. Une mutuelle de santé qui serait financée par la diaspora. Parce que ce qui arrive, l'une de la proportion en dépenses en Haïti la plus élevée pour la diaspora, c'est la santé. Ils paient beaucoup, la diaspora paie beaucoup pour la santé de leur famille. On essayait de mettre, nous, on a quand même un réseau d'hôpitaux, de centres de santé, donc on pouvait mettre à profit ce réseau de santé, mais en utilisant une mutuelle que la diaspora financerait. On avait commencé, on a fait des études de marché, tout ça, mais la crise nous a entraînés ailleurs et on a mis sur pause. Mais c'est pour vous donner il y a des exemples. Par exemple, au Rwanda, ils ont la mutuelle, mais c'est organisé par le gouvernement, mais qui est aussi financé par une partie de la diaspora. Donc, il y a un ensemble d'initiatives qui sont là, qui peuvent, et si la diaspora pourrait en faire partie, pourrait quand même avoir un impact sérieux et beaucoup plus grand que ce qui se passe aujourd'hui. La diaspora agissant, chaque individu dans leur famille, on pourrait faire les deux. La diaspora faire les deux. Aider leur famille, mais aider la communauté en général. Je crois que la diaspora a un rôle central dans tout ce qui se fait en Haïti. D'autant plus que la contribution de la diaspora avoisine presque la moitié, je crois, plus de la moitié du budget d'Haïti. Donc, sans la diaspora, Haïti ne survivrait pas. Mais on a besoin de cette organisation, de cette structuration. Malheureusement, je ne la vois pas au niveau du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, mais il faudra qu'il y ait quand même et s'il y a un conseil, s'il y a une suggestion que je ferais aux instances influentes de la diaspora, c'est de mettre en place cette organisation, cette unité de coordination pour aider l'effort de la diaspora dans des activités, et que ça pourrait quand même diriger la diaspora vers des organisations qui sont vraiment sérieuses et utiles. Il y en a beaucoup,
Il y en a qui ne sont pas sérieux, il y en a qui ne sont pas sérieuses, mais il y a aussi de très sérieux. Tout à fait, je le crois également, mais c'est ça, c'est de rebâtir cette confiance qui a été perdue malheureusement avec tout ce qu'on sait qui a été. Et si on parle aussi de gouvernance, redevabilité, oui, on veut s'organiser, donc j'imagine qu'il y en a qui ont beaucoup qui veulent de cette structure pour pouvoir justement donner à leurs citoyens, mais à qui reviendrait cette demande de compte? Parce que nous, en diaspora, on a été formés et structurés dans cette structure que oui, je crois que j'ai le droit de demander des comptes sur l'argent que je donne sans que ça devienne un enjeu. Donc, cette redevabilité-là deviendrait à qui? Au gouvernement, aux organismes, à monsieur, madame, tout le monde, citoyens civils. Je peux essayer de me lancer un peu. Bon, avant, je vais juste mentionner le mot redevabilité mutuelle. Donc, c'est vraiment, c'est l'État haïtien doit rendre des comptes, les bailleurs de fonds doivent rendre des comptes, les organisations locales doivent rendre des comptes, ok? Donc, et la communauté doit rendre des comptes. Donc, c'est ça, je pense, d'abord, c'est un principe de redevabilité mutuelle. Maintenant, il y a la redevabilité qui se fait maintenant, c'est beaucoup plus vers les bailleurs de fonds. Donc, on rend des comptes aux bailleurs, on fait des rapports. Mais le citoyen qui est au centre je dirais, de l'aide, on ne rend pas compte à lui. C'est vrai. Okay? On ne rend pas compte à lui. Il n'a même pas le droit de poser des questions. Okay? Il n'a même pas le droit de donner son opinion alors qu'on travaille pour lui. Donc, et je pense, pour répondre à ta question, c'est que l'une des manières, par exemple, que la diaspora peut, c'est qu'on va dire qu'on a des organisations, comme Westphal l'a dit, qui sont crédibles. Il y en a qui sont crédibles. Donc maintenant, on peut aller regarder, par exemple, sur leur site, voir quel rapport qu'ils remettent, voir même les rapports qui sont remis. Est-ce qu'il y a une habitude de reddition de comptes dans cette organisation? Ça, on peut le voir. On peut aller sur leur site Internet, voir les rapports qui sont passés, les rapports annuels. Et maintenant, donc ça, c'est déjà, je dirais, un bon indice. Okay? Donc, il y a une politique de reddition de comptes. Et ça peut essayer de mettre confiance. Et maintenant, voir aussi, moi, j'ai un ami qui m'a, en fait, je savais même pas, c'est après que j'ai su que c'était quelqu'un que je connaissais. Il a écrit sur le site de l'organisation avec laquelle je travaille, l'idée, haïti.org. Puis il a posé des questions. Et puis bon, on s'est dit, on dit en 24 à 48 heures, on lui a répondu à ces questions. Et puis 2 jours après, il y a un don de $250 US qui est rentré. Et puis, on a remercié la personne et il a posé la question, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? On lui a dit, voilà comment est-ce qu'on compte l'utiliser. Et ce que je ne savais, et puis 2 semaines après, et puis il me dit, félicitations pour l'organisation. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais c'était moi, mais à travers. Mais c'était juste, il voulait juste faire un test pour voir, j'imagine. Mais là, maintenant, bon, on a gardé contact parce que on a les bailleurs de fonds, c'est des donateurs, donc la plupart de nos donateurs sont des donateurs privés. Donc, c'est pour dire que je pense que ça, le fait de voir comment est-ce que l'organisation est, comme le mot anglais c'est responsive, je ne sais pas comment en français, là, comme est-ce que l'organisation peut répondre ou bien disponible, responsive, le mot m'échappe en français. Mais la politique de réponse, est-ce qu'on répond? Donc, je pense que ça, c'est. Et puis, si les rapports existent, donc je pense que c'est déjà deux indices qui peuvent être importants. Est-ce que vous... Mais je pense, juste très rapidement, parce que je pense que c'est vraiment intéressant ce que Jacques a dit, et je pense qu'il a bien couvert le sujet. On le disait tantôt, je pense qu'il faut un bon équilibre
entre la redevabilité, mais qu'elle soit pas trop lourde non plus. Je pense qu'il y a aussi des manières innovantes qu'on peut imaginer la redevabilité, notamment, tu sais, on parlait de se fondre par rapport aux pratiques. Est-ce qu'il faut toujours spécialement aller voir des statistiques, etc. Est-ce que ça peut être sous forme d'une histoire? Est-ce que ça peut être sous forme de témoignage? Est-ce que ça... Donc, c'est aussi être innovant dans la redevabilité et garder un équilibre pour que ça soit pas trop lourd et que ça ne prenne pas non plus trop de temps. Je pense qu'il faut cette bon équilibre. Et puis, tu l'as mentionné, Jacques, le fait de pas seulement être redevable aux donateurs, mais d'être redevable aussi à la population à qui on offre des services, à qui on vient appuyer, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est une culture qu'il faut développer dans notre pays. C'est ça. Non, d'autant plus que nous disons toujours que nous travaillons pour les communautés. Et on ne voit pas la communauté en général ne représente que des bénéficiaires. Ils sont seulement des bénéficiaires. Et nous écrivons tellement bien dans nos projets là que nous parlons beaucoup de participation communautaire. Je pense que l'une des stratégies à mettre en place, même en incluant des approches innovantes en termes de redevabilité, d'inclure, si nous vraiment pratiquons ce que nous appelons la participation communautaire, c'est-à-dire d'impliquer les communautés de la planification à l'audit, si vous voulez, au rapportage, on a beaucoup plus de chances de créer en cours de route tous ces différents points de responsabilisation de chaque entité à toutes les étapes de la planification, de l'implémentation à l'évaluation, parce que je suis en train quand même de vous faire quand même le continuum. Exactement, le continuum des projets. Mais en fait, c'est extrêmement important. Nous disons, même nous, au niveau de notre organisation, qui est une organisation à base communautaire, nous disons toujours que la communauté est impliquée. Dieu seul sait combien de projets qu'on a mis en place, combien de programmes qu'on a mis en place, et que la communauté n'a été impliquée que dans la deuxième, la troisième phase, l'implémentation et l'évaluation, pas vraiment dans la planification où la population peut donner son avis. Il y a et Julie, tu as tellement raison de dire que parfois on doit éviter des systèmes des approches de redevabilité qui soient tellement complexes. Par exemple, nous, on peut dire, oui, on a un système d'audit. Par exemple, si on va sur notre site, vous allez voir nos rapports d'audit, parce que c'est extrêmement important, on parle d'argent, et les gens doivent clairement voir ce qui a été fait de leur contribution. Ça, c'est des approches un petit peu beaucoup plus compliquées, et le langage, parfois, est très complexe, et monsieur, madame, tout le monde ne peut pas comprendre. Mais il y a d'autres mécanismes beaucoup plus simples, les histoires, comme les histoires à succès, les images, tout ça parle en termes je reviens à la diaspora et je pense que les images parlent beaucoup mieux que parfois les gros chiffres. Oui. Et je pense que ça peut aider à quand même à mettre en place cette confiance, mais aussi à renforcer cette confiance qu'on a tant besoin de la part de ceux qui financent les activités, les interventions dans notre pays, dans nos pays. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous avons parler de coopération internationale et d'aide internationale. C'est sûr qu'il y a des sous-aspects qu'on n'a pas pu élaborer étant donné que le temps nous fait défaut, mais je crois que nous avons quand même mis la table et évalué à différents niveaux comment cette aide se traduit sur le terrain, et nous avons vu avec nos intervenants et intervenantes qu'ils ont vraiment une vaste expérience dans le monde où est-ce qu'ils ont pu intervenir directement avec l'aide internationale. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, ou du moins qui aimeraient s'impliquer, qui sont de la relève et qui veulent apporter leur soutien à leur pays, pas seulement de manière financière, mais aussi d'avoir cet engagement, je vais leur poser cette dernière question. Quel conseil vous auriez à donner à une personne qui veut donner de l'aide, que ce soit en Haïti ou ailleurs dans le monde, mais qui se demande par où commencer? Parce que là, la montagne semble être tellement immense, il y a tellement de choses, il faut aider là, il faut aider là, mais là, je commence où? Donc, comment que cette personne, par quels moyens qu'elle peut commencer à s'impliquer?
Je me lance si vous me permettez. Je veux dire parce que souvent, effectivement, je pense que la réponse, c'est il y a déjà beaucoup à faire ici, je veux dire, où on vit. Parce que la diaspora vit ici au Québec. Je pense qu'il y a un rôle énorme à jouer, notamment de sensibilisation aussi de la population québécoise en général. Il y a énormément de préjugés par rapport à Haïti, par rapport à d'autres pays, etc. Donc, parler de la réalité, démystifier certaines choses, etc. Il y a énormément de choses. Il faut se rendre compte aussi que tout est interrelié. Notre mode de vie ici a un impact mondialement sur les populations. Donc, à un moment donné, se dire que la manière dont je vis ici, les ressources que j'utilise, ça a malheureusement un impact qui est souvent beaucoup plus fort sur les populations plus pauvres pour plein de raisons. Je ne vais pas me lancer là-dedans, on le sait. Donc, c'est revoir aussi, c'est se rendre compte que notre mode de vie a un impact. Et pour moi, c'est déjà deux choses énormes. Wow, excellent. Bon, si je peux un peu ajouter à ce que Julie vient de dire. Comment aider? Donc, il y a tellement de manières d'aider et on a parlé effectivement donc je pense que Wesley en a mentionné, donc si on pouvait avoir un répertoire des différentes organisations, on travaille dans quel domaine et puis ça peut être un bon point déjà. Maintenant, mais le système, actuellement, la diaspora, ce que la diaspora fait en envoyant de l'aide, de l'argent à quelqu'un qui me demande, donc j'entretiens toujours cette relation de dépendance. Donc, maintenant, probablement, l'une des meilleures manières pour être d'aider, c'est au lieu de me donner le poisson, mais de mettre un système où je peux apprendre à pêcher. Okay? Mais je sais que ce n'est pas la diaspora, mais c'est tout un système que ça prend. Et peut-être de fait, avec travail en supportant les organisations crédites, donc ça a probablement aider au niveau de la communauté, au lieu d'aider directement. J'ai besoin de mettre, ils ont besoin du dernier modèle de cellulaire, mais du dernier modèle. Ils ne peuvent pas manger en Haïti, mais ils peuvent le dernier modèle. Donc, Oui, c'est on voit. Donc, c'est toujours une relation d'indépendance assistée, mais maintenant, comment est-ce que tu peux être utile? Comment est-ce que tu peux, comme toi, faire de l'argent? Donc, je pense que c'est vraiment, pas seulement, on débarque un peu du cadre de la coopération internationale, mais c'est comment la diaspora peut aider les gens pour toujours sortir de cette relation, parce que je pense que on est l'une des diasporas dans le monde qui aide le plus notre pays directement. Okay? Donc, quand on regarde le volume de transferts qui se fait, toute diaspora confondue, canadienne, québécoise, canadienne, américaine, de tout le pays Donc, le volume est vraiment, et le docteur Lambert l'a dit, donc est vraiment énorme. Donc, mais si on pouvait maintenant canaliser cette aide-là pour que ça puisse justement donc, aider le pays. Donc, et ça, c'est un gros débat. Je ne pense pas qu'on peut, je n'ai même pas la réponse à cela, mais je pense que ça vaut la peine de réfléchir sur cette piste. Oui. Comment aider? Tout d'abord, je dirais à quelqu'un qui veut aider, sache qu'est-ce que tu veux faire. Si tu aimes les personnes âgées, va pas avec les enfants. Donc, trouve vraiment dans quoi tu veux aider. Et là, quand tu as trouvé dans quoi tu veux aider, la prochaine étape, trouve une organisation, puis là, tu t'impliques pour voir. Parce que souvent, on a une idée, mais quand on est sur le terrain, c'est autre chose. Donc, tu vas dans une organisation ici, locale, parce que, bon, maintenant, comme on parle d'Haïti, on ne peut pas vraiment y aller physiquement. Donc, tu trouves une organisation, puis tu t'assois avec les gens, tu leur dis ton expertise, parce que moi, quand on vient faire du bénévolat chez moi, je demande toujours, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je ne veux pas te dire de faire des chiffres puis tu détestes les chiffres. C'est ça. Donc, ça va être long. Et comme Julie, on a beaucoup de bénévoles parce qu'on est une petite organisation. Donc, je veux savoir qu'est-ce que tu aimes faire. Donc, tu as trouvé ce que tu aimes, tu as rencontré l'organisation, tu vois ce que tu peux faire. Maintenant, tu peux t'asseoir puis donner tes idées. Voilà, qu'est-ce que je pense. Parce qu'avec quelqu'un qui arrive de l'extérieur, il y a des choses peut-être qu'on fait qui n'est pas assez productive, mais toi, tu pourras nous aider. Et savoir aussi, comme on a dit, la technologie. Oui, j'aimerais aider les gens vraiment du pays, mais maintenant, tu ne peux pas aller au pays, mais il y a un beau petit système, il y a l'Internet.
Donc, tu peux t'asseoir, tu peux quand même communiquer avec les gens. Donc, c'est de s'impliquer, de s'impliquer dans quelque chose qu'on n'aime, pas juste pour faire du bénévolat comme ça. Non, parce que souvent, ce qui arrive, surtout dans notre communauté ou bien dans les petites organisations, les gens viennent, mais c'est pas dans ce qu'ils aiment. Ils voulaient juste faire quelque chose pour paraître bien. Donc, ils nous laissent tomber en cours de route. Bon. Oui, je suis bon dans la gestion de projet. Donc là, toi, vu que tu n'as pas les moyens pour engager un gestionnaire de projet, tu fais confiance à cette personne-là, puis la personne te laisse en plein. Oh, c'est trop compliqué. Parce que c'est du bénévolat. Je ne suis pas payé. Mais du bénévolat, c'est juste que tu n'as pas un salaire, mais il faut que tu t'impliques. Mais quand on aime ce qu'on fait, c'est pour ça qu'il y a des organisations, c'est parce qu'on a cette passion. Sinon, il n'y en aurait pas parce qu'on n'a pas le salaire, mais la passion est là. Donc, quand vous faites ce que vous aimez, vous êtes dans votre champ d'expertise, vous êtes plus apte à donner, vous êtes plus apte à vous impliquer que quand vous le faites juste pour le faire, pour bien paraître, pour dire, oh, je fais du bénévolat chez un tel. Oui, donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais à cette personne-là. Wow, excellent. Wesley, comment quelqu'un peut... quel conseil vous donnerez à la diaspora, quelqu'un qui habite ici ou du moins aux États-Unis ou ailleurs dans le monde qui aimerait ça aider son pays d'origine? J'approcherai la question je vais la mettre en deux composantes. N'oublie pas que notre diaspora est impliquée un peu partout, oui, comme individu, mais aussi ils sont membres de grandes organisations. Je dirais l'aspect grande organisation, ils peuvent quand même influencer les grands bailleurs, mais pour leur dire que arrêtez d'investir. Oui, on a besoin d'adresser les problèmes urgents, mais investissez dans des programmes qui permettent la transformation, le développement du pays. Parce que les programmes qui maintiennent, comme Jacques l'avait dit, la dépendance n'aide pas sur le long terme. Oui, il y a des aspects, il y a parfois des urgences, oui, on adresse l'urgence, mais investissez, aidez le pays quand même à devenir moins dépendant de ces aides ponctuelles qui arrivent, qui lui permettent quand même d'adresser les urgences. Parce que je dirais ça, c'est le volet, si vous voulez, organisationnel, pays, et grande organisation, agence internationale et pays. Mais il y a le volet individuel, je crois qu'on a pendant toute notre discussion aujourd'hui, on l'a mentionné plusieurs fois. Il y a le volet personnel, l'implication personnelle, c'est-à-dire vous comme individu et apportant votre expertise, parce c'est une façon d'aider. Financer, c'est une façon d'aider. Je dirais, je fais quand même la promotion des organisations qui sont sur cette table, quand même, ce sont des organisations quand même qui ont prouvé leur sérieux et l'impact de leur travail. Commencez par eux. Mais peut-être que vous ne connaissez pas avant, mais il y a des organisations que vous connaissez. Et cherchez les bonnes informations pour savoir qui financer, comment financer. Parce que je suis sûr que des organisations qui sont ici, là, sur la table, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des retours sur ce que vous avez fait. Vous pouvez poser des questions parce qu'on est transparent. Il n'y a absolument rien à cacher. C'est pas des projets personnels. On n'est pas en train de chercher de la gloire personnelle. On le fait pour les communautés, pour les populations. Je dirais qu'il faut au moins commencer quelque part. Vous avez des organisations ici et autour de la table qui sont sérieuses. Commencez par eux. Bien sûr, vous pouvez aller un peu plus grand au niveau pays. Ça, c'est autre chose, c'est un peu plus compliqué. Et là, il faudra quand même cet appel que nous faisons. Je suis sûr aussi qu'ils sont membres, qu'ils ont de la famille au niveau des ministères au niveau du pays. Poussez-les quand même à mettre en place beaucoup plus d'organisations et d'organisations. Je suis sûr que les millions, les centaines de millions, les milliards parfois qui parviennent au pays auront beaucoup plus d'impact. Excellent. Donc, ça met fin à ce panel sur la coopération internationale et l'aide internationale que nous voulons vraiment pour notre pays et d'autres pays. Donc, Michael Jean disait, il est temps de sortir Haïti de la mendicité. Donc, je crois que nos intervenants ce matin, ils ont pu élaborer sur le sujet comment que cette aide-là devienne extrêmement efficace. Eh bien, c'est en s'impliquant différemment. Donc, nous avons ici FOVA, dont nous allons mettre le site Internet sur notre page qui va vous permettre d'aller voir qu'est-ce qu'ils font et comment vous pouvez les soutenir. Nous avons également Zami la santé, donc vous pouvez soutenir également à travers vos dons, etc. Donc, nous allons mettre les coordonnées également pour que vous puissiez les aider. Nous avons Iris Mondial qui fait un travail extraordinaire au niveau de la vision, dont nous allons mettre les informations pour que vous puissiez aller voir qu'est-ce qu'ils font et comment vous pouvez vous impliquer. Et finalement, nous avons l'IDE qui fait un travail extraordinaire
l'IDEA Haïti, qui fait un travail extraordinaire sur le terrain. Donc, vous allez avoir toutes ces informations-là pour que vous puissiez justement commencer avec ces organisations-là dont ils ont l'expertise, l'expérience et aussi l'impact que nous avons besoin pour sortir notre pays, soit de la dépendance et de la mendicité. Alors, nous vous reviendrons avec un autre sujet pour un autre panel. Merci d'avoir été à l'écoute, merci d'avoir été avec nous. Et nous voulons remercier Prime Affaire qui nous a permis d'avoir ces personnes autour de la table aujourd'hui pour que nous puissions débattre sur la coopération internationale et l'aide internationale. Merci également à Adi Timmer qui aussi a contribué à ce panel. Merci.